Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois délicat et universel. La souffrance au travail et surtout finalement ce qu'elle peut venir révéler sur nous-mêmes, sur nos choix et sur notre manière de vivre. Alors aujourd'hui, on va parler de signaux faibles, de transition professionnelle, de lucidité et notamment pour les profils haut potentiel, hypersensibles, très intuitifs et aussi de souveraineté intérieure. Donc comment finalement reprendre le pouvoir sur sa vie sans tomber dans l'illusion du il suffit de partir ou du il suffit de penser positif. Alors personnellement, c'est un sujet que je rencontre tous les jours dans ma pratique auprès justement de personnes sensibles, exigeantes, souvent en décalage finalement avec les modèles dominants et qui cherchent à construire une vie professionnelle qui leur ressemble, alignée, sans se renier. Donc l'idée ici, ce n'est pas de diaboliser les entreprises, ni de culpabiliser les individus. C'est vraiment de regarder un phénomène qui est à la fois intime, parce qu'on va parler du corps, on va parler d'émotionnel, on va parler d'identité, et aussi collectif, parce que ça va aussi toucher les niveaux organisationnels et systémiques. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'accueille Eric, qui est un ancien directeur des ressources humaines, qui est aujourd'hui accompagnant, qui est formé à différentes approches corporelles et holistiques, et gardien du feu professionnel intérieur des personnes en transition. Donc Eric, pour moi, c'est celui qui veille à ce que le travail ne dévore pas la vie, pour que travailler redevienne finalement un acte vivant et non une lente combustion. Alors, ce que j'aime dans ton parcours, Eric, c'est ce mélange entre connaissance des systèmes, sensibilité humaine et travail intérieur. Alors, on va tout de suite en savoir plus sur ton parcours. Mais avant ça, juste quelques mots sur le format de cette vidéo. Donc, ce qu'on a choisi, c'est un format regard croisé. En fait, on va se poser des grandes questions et on va y répondre en fait chacun à notre tour, avec nos nuances, parfois nos accords, parfois nos différences. Donc, l'idée qu'on a choisie ensemble, c'est pas d'avoir raison, mais en fait d'être utile. En fait, que chacun puisse trouver finalement un écho dans nos regards et dans nos expériences respectives. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on avait envie avec Eric justement de prendre un moment pour dire d'où on parle, c'est-à-dire vraiment ce qui nous anime dans nos parcours respectifs, au-delà de notre métier, de notre fonction, etc. Parce que nos regards, ils viennent de nos histoires, de nos traversées, de nos choix. Alors Eric, je te propose de commencer. Est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases qui tu es et ce qui t'anime? Merci de l'invitation déjà, Valérie. Euh, Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est que je suis encore en chemin. Ça, je tiens à le dire. Voilà, c'est un chemin qui a été long. Et, euh, et pourquoi j'ai entamé ce chemin? Parce qu'avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai été éduqué pour cocher des cases. Et il y a quelques événements dans ma vie qui sont survenus et qui m'ont permis de comprendre que la vie pouvait être totalement différente de celle que j'étais en train de vivre et de constater que j'avais des vides intérieurs que j'essayais de combler, mais je partais en fait dans tous les sens. Je ne savais pas trop, j'étais un peu perdu, je me sentais même totalement différent des autres sur certains questionnements. Et c'est par le biais de rencontres qu'à un moment donné, j'ai pu comprendre que ces interrogations étaient respectables, en tout cas, elles étaient normales. Et c'est à partir de ces rencontres-là que j'ai commencé à m'ouvrir peut-être à des principes qui n'étaient pas ceux qui sont conventionnels, ceux sur lesquels on établit une carrière ou une vie, mais qu'il y avait peut-être autre chose. Et ce qui a vraiment été un grand déclencheur pour moi, ça a été un accident de voiture. Voilà, sur une autoroute, j'ai percuté un sanglier et là, il s'est passé quelque chose de vraiment très, très particulier, une expérience qu'on pourrait qualifier de spirituelle, en tout cas c'est comme ça que je la nomme, moi, dans mon environnement, et avec un message qui a été très clair lors de cet accident où tout a été un temps suspendu dans un environnement qui était très soyeux, très agréable. Je pense que je n'ai jamais retrouvé cet état de bien-être. Et en fait, un message qui a été très clair, c'est la vie peut te reprendre la vie, Eric, et fais ce pourquoi tu as été incarné. Et là, d'un seul coup, tout s'est arrêté. Je me suis retrouvé dans l'accident, sous les barrières de sécurité, enfin, toute la voiture. Et c'est là où que le tournant s'est engagé.
une prise de conscience qui a permis aussi de m'autoriser à ne pas répondre à des attentes, ne pas répondre justement à ces standards qu'attendaient notamment mes parents. Et là, en fait, en l'espace de 6 mois, ma vie a totalement changé. Et même dans les meilleurs scénarios que je pouvais envisager, ce n'était même pas à la hauteur de la cheville de ce qui s'est passé dans ma vie. Et c'est là où, en fait, ce chemin s'est engagé. Alors, bien entendu, une double vie pendant quelques temps, pendant de nombreuses années, puisque j'avais un job dans des grandes entreprises, notamment dans le domaine des ressources humaines. Et en parallèle, il y avait cette quête intérieure de mieux comprendre mon psychisme, de voir pour quelles raisons éventuellement j'étais dans ce que j'appelais de la souffrance, même si elle n'était pas nommée à ce moment-là de cette façon-là. Et c'est aussi ce que j'ai observé dans ces environnements professionnels, et c'est là aujourd'hui où j'en suis arrivé à accompagner des personnes, comme tu dis, qui ont perdu leur feu intérieur. Et merci, parce que c'est grâce à toi que j'ai pris cette expression, je ne l'avais pas, donc c'est toi qui me l'as proposée, et j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Et en effet, mon objectif aujourd'hui, c'est d'aider ces personnes qui ont perdu ce feu sacré intérieur à raviver la flamme et à pouvoir vivre une vie qui leur correspond, et sans tout casser et sans tout changer, parce qu'il n'y a peut-être pas nécessité non plus de penser que si on veut changer quelque chose, tout est à changer. Non, on peut aussi être dans l'adaptation. Voilà un petit peu mon parcours. Et moi, je voudrais aussi avoir un petit peu ton... Voilà, même si ton audience te connaît, peut-être revenir sur certaines grandes voilà, périodes que tu as rencontrées. Tout à fait. Alors pour les périodes, je pense que ce sera au fur et à mesure des questions parce que je pense que je vais illustrer ça justement par des expériences. Mais j'aimais bien ta proposition d'avoir un peu ce jeu de parler de soi à travers ce qu'on aime, ce qui nous anime et ce qu'on a choisi. Et ce que j'adorais en fait dans ta présentation finalement, quand tu as eu cet accident et finalement cette expérience-là, c'est en fait de voir qu'il y a finalement autre chose. Donc, moi, ce qui m'anime effectivement, c'est les êtres qui sont sensibles, puissants, souvent à haut potentiel, et en fait qui se reconnaissent pas toujours justement dans ces codes actuels, qui sentent, qui ressentent, qui pressentent qu'il y a autre chose, sans vouloir tomber dans de l'ésotérisme ou creux ou un rationalisme en fait complètement sec. Hein, c'est pas du tout ça. Mais en fait, j'aime voir, moi, ce qui me motive et ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est les personnes, en fait, se redresser intérieurement, c'est-à-dire reprendre leur place. Le concept de souveraineté, il m'est cher. Je suis vraiment avec ce mot-là depuis un certain temps, c'est-à-dire oser pleinement qui elles sont, en fait. Et j'ai choisi de les accompagner, donc ces personnes, parce qu'elles ont aussi envie de soulever des voiles, en fait. Et quand je dis soulever des voiles, c'est aller voir au-delà, d'aller toucher un peu cette âme invisible du monde, tout en étant dans des constructions de projets qui sont incarnés, qui sont solides, notamment dans leur vie professionnelle. Mais finalement, c'est ça qui m'anime, c'est les personnes qui veulent allier, en fait, réalisation de soi, la notion de réussite, même si elle est très relative et personnelle, et avec cette ouverture spirituelle, tout en n'oubliant pas une certaine rigueur intellectuelle, puisqu'effectivement, je viens aussi du milieu scientifique et du domaine de l'enseignement et de la recherche, avec cette envie finalement profonde de devenir souveraine en fait de sa vie, et aussi de ne pas voir cette sensibilité comme une faiblesse, mais plutôt d'avoir envie de la rayonner finalement avec justesse. Et quand je disais tout à l'heure sans se renier, c'est-à-dire sans renoncer à une certaine forme d'authenticité, d'intégrité. Donc en fait, voilà, c'est pour me présenter en quelques mots au départ, et après je pense que je vais répondre à ta question plus en détail sur le parcours, mais c'est depuis cet endroit-là, en fait, depuis ce parcours que j'ai envie de m'exprimer aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'était un peu pour poser le cadre. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de revenir plus en détail sur certains épisodes de ta vie. Et pour ouvrir un petit peu la discussion, on a choisi une question qui est... Alors, toutes les questions sont assez vastes, hein, mais en fait, déjà de partir de la définition. En fait, quand on parle finalement de souffrance au travail, finalement, à toi, à ton avis, de quoi est-ce qu'on parle pour toi, en fait, dans ta lecture, Eric? Alors, pour moi, si on vient nommer là, ce que c'est que la souffrance, je dirais que c'est vraiment un désalignement prolongé entre ce que je suis en train de faire dans mon activité professionnelle, par exemple, et ce qui a réellement du sens pour moi. Voilà. Et c'est vraiment ce désalignement qui est cause de souffrance. Et c'est devenu quelque chose qui a été normalisé.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les organisations, c'est normal. C'est-à-dire que là, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en épuisement professionnel, qui sont voire même en burn-out. Et là où ça me choque, c'est quand je vois des jeunes adultes, en fait, qui ont une 25 voire 30 ans, qui ont déjà 2 à 3 burn-out et qui m'expriment un petit peu ce qu'ils sont en train de traverser. Mais comme si c'était normal. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours choqué parce que quand j'avais fait des études, notamment en psychosociologie, au moment où dans les années enfin vraiment en 2000 par exemple, quand je me suis réorienté à ce moment-là, parce que j'étais dans l'environnement de la finance, j'étais manager d'une grande équipe et c'était là où j'ai eu cet accident de voiture dont j'ai parlé précédemment. J'étais attiré, sans le savoir, vers par un DSS où c'était de la psychosociologie. Et c'est vrai que cette notion de souffrance au travail, déjà, en fait, il y avait pas mal de littérature dessus, et c'était quelque chose sur lequel c'était encore en mode alerte, attention, voilà, comprenons ce qui est en train de se produire pour éviter d'aller dans cette finalité-là. Et je m'aperçois qu'en fait, rien n'a été réalisé en ce sens au niveau des organisations, et qu'aujourd'hui, c'est quasiment normal. Et que, en fait, cette notion de charge, de polyvalence, de flexibilité, en fait, toutes ces organisations matricielles dans lesquelles on a aussi des objectifs individuels, ce qui est peut-être un petit peu incohérent parce qu'on demande à quelqu'un d'avoir un objectif individuel alors qu'on travaille pour la plupart du temps en transverse, et c'est ça aussi où ça crée beaucoup de souffrance. Donc aujourd'hui, voilà, ce désalignement et peut-être cette incompréhension aussi, deuxième point, où on attend des standards. Voilà, on a des fiches de poste sur lesquelles il y a des nécessités d'avoir tel type de compétences pour pouvoir y répondre. Et cette méconnaissance, pour la plupart, c'est est-ce que réellement je suis apte et j'ai une zone de génie dans ces compétences-là, ou éventuellement c'est peut-être dans d'autres environnements que je pourrais m'exprimer, mais c'est quand même bien d'avoir ce job-là, et quoi qu'il en soit, il m'en faut un. Il faut ma sécurité financière, donc en fait, je me contrains à aller dans des environnements qui ne sont pas les miens. Et je commence à souffrir, mais je tiens parce que c'est comme ça. Voilà un petit peu, moi, ma vision de la souffrance. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu partages ces points-là, ou si tu veux Si. étayer peut-être avec une autre voix. Si, tout à fait. Cette notion dont tu parles d'aptitude, moi, ça me rappelle beaucoup ce qu'on entend au niveau médecine du travail, parce que je suis passée par une expérience dans un service de santé au travail. Donc peut-être partir de là, c'est-à-dire que dans cette discipline, finalement, il n'y a pas forcément de consensus sur la définition du mot. Mais aujourd'hui, les instances, on l'encadre un petit peu comme un concept de santé au travail. Alors, on va parler de risques psychosociaux, de burn-out, de bore-out, etc. Mais ce qui est intéressant, finalement, quand même, dans les définitions qu'on peut avoir au niveau de l'OMS, l'INRS, etc., c'est que c'est pas seulement dans la tête. Et comme tu l'as dit à un moment, c'est pas seulement individuel. C'est-à-dire qu'on va quand même parler dans les évaluations aujourd'hui de risques qu'on peut faire, de conditions réelles, c'est-à-dire de charge de travail, d'organisation au poste, de l'aspect relationnel, de conflits, de la reconnaissance, etc., et de leurs effets finalement sur la santé mentale au travail. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais poser parce que je rebondissais sur ce mot d'aptitude. Mais effectivement, l'aptitude ne suffit pas. Après, ce que j'aurais aussi voulu poser avant de parler de souffrance au travail, finalement, c'est la souffrance tout court. Qu'est-ce que c'est en fait? Parce que oui, on peut dire il y a une part de subjectivité au niveau de la détresse qu'on peut ressentir, mais en fait, c'est d'abord un écart finalement entre ce que je vis et ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité, respectée. Mais en fait, au-delà, c'est me sentir vivant. Donc, je vais vraiment il n'y a pas que la sécurité pour moi, il y a d'autres notions. Et finalement, on a aussi un troisième niveau de lecture, c'est un peu, alors ce qu'on voit dans les traditions, finalement, dans certaines approches, c'est que finalement, la douleur, on peut se dire, elle fait partie de la vie. Mais la souffrance, c'est quoi? C'est la résistance à cette douleur. Et les traditions anciennes, finalement, elles ne promettent pas une vie en fait sans douleur. Elles parlent plutôt d'un art de traverser la vie. Alors il y a plein, voilà, je pense que tu pourras compléter là-dessus par rapport aux disciplines que tu connais effectivement là-dessus. Mais en fait,
pour moi, ce qui est important déjà de poser, c'est que l'événement, finalement, il n'est pas toujours évitable. Mais par contre, l'émotion, c'est-à-dire ce que je me raconte, ou la lutte intérieure que je peux avoir, le refus, le fait de m'accrocher, le fait de ruminer, ça, effectivement, ça vient en plus. Et on verra un petit peu les différentes origines après, mais finalement, il y a déjà cette part-là. Donc, il y a une part de la souffrance qui est transformable. Déjà, ça, c'est vraiment important. Et effectivement, je suis complètement d'accord, c'est que pour moi, la définition de la souffrance au travail, c'est quand je dois renoncer en fait à moi-même et finalement pour continuer à fonctionner, pour être dans l'opérationnel, pour continuer à gérer, comme on dit. Mais en fait, c'est quand je me coupe de mon ressenti, quand je me trahis, quand je me banalise. Alors, peut-être pour parler un peu justement de mon parcours à ce niveau-là, en fait, avec le recul, moi, je me rends compte que ma souffrance, elle n'a pas commencé au travail. Et j'aimerais vraiment le poser là parce que c'est quelque chose pour moi qui est important. En fait, elle était d'abord identitaire et existentielle. Ça a commencé par là, très tôt. En fait, hein, dès l'enfance, à l'école maternelle, il y a eu vraiment un sentiment de décalage, de différence, une blessure de rejet en fait qui était très forte. J'étais une enfant qui réussissait très bien, mais j'étais terrorisée vraiment à l'idée d'aller à l'école. Donc, il y avait déjà quand même de fortes angoisses et des émotions très fortes petites. Et vraiment au point d'en être malade, hein, d'avoir envie de vomir avant d'y aller, etc. Donc, en fait, les signaux, ils étaient là chez moi, en fait, dès le départ. Donc, ce qui est intéressant dans mon expérience, c'est pas le monde du travail qui m'a abîmée. C'est plutôt, en fait, mon rapport au monde, mon rapport aux autres et surtout l'histoire que je me racontais finalement sur moi-même. Et longtemps, en fait, quand je dis existentiel, c'est que je me posais plein de questions. Ma grande difficulté, c'était mais qui je suis vraiment? Et j'avais pas de vocation évidente. Donc même trouver, voilà, mais quel métier tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? J'avais des affinités, il y avait des élans. Il y en a que j'ai étouffé par peur. Mais en fait, j'ai très tôt finalement remis un peu mon pouvoir dans les mains des sachants. Les profs, les référents, le milieu familial, scientifique, etc. Et j'ai suivi des chemins qui étaient très valorisés intellectuellement, très solides en fait socialement, voilà, classe préparatoire, école d'ingénieur, doctorat en sciences, je suis allée jusqu'à l'habitation à diriger des recherches. Et en fait, aujourd'hui, il y a aucun regret en fait ni colère parce que tout ça, ça m'a servi profondément. Mais à l'époque, je me cherchais sans le savoir. Et c'est là où j'ai commencé effectivement à explorer la conscience humaine, à me comprendre, à travailler sur moi. Et ça a duré très longtemps. Et voilà, il y a comme toi, il y a eu des expériences qui m'ont permis de me reconnecter en fait progressivement à une part de moi, moi que j'appelle toujours la part sage en fait, qui est pleine de sagesse. Et c'est là où j'ai commencé en fait à y voir plus clair. Mais je suis restée dans ma voie scientifique. Parce qu'une fois qu'on est dedans, en fait, enfin moi ma question c'était mais je fais quoi d'autre quoi finalement parce que j'avais pas forcément de mission claire ou de choses claires en fait. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que plus je me reconnectais intérieurement, plus la vie, en fait, m'ouvrait des portes. C'est là qu'il y a eu des rencontres, des synchronicités, des opportunités. C'est comme si, en fait, l'extérieur venait naturellement, en fait, à moi et il venait s'aligner sur l'intérieur. Et après, il y a eu un moment très concret, c'est qu'il y a eu une réorganisation en fait structurelle, il y a eu une fusion-absorption en fait dans mon environnement professionnel. Et là, j'ai senti vraiment un décalage en fait net de valeur. Donc, c'était pas dramatique, c'était pas un burn-out. Il y avait une fatigue profonde qui était diffuse, oui. Et en corollaire, j'ai eu un souci de santé, alors qui n'était pas grave, mais suffisamment long pour faire le diagnostic, etc. En fait, pour m'obliger à ralentir. Et ça m'a arrêté. Mais en fait, avec le recul, je vois que ça m'a offert plutôt un prétexte légitime en fait pour prendre du recul sans avoir à me mettre en danger. Et ça, en fait, ça a été voilà un moment clé. Donc, tu vois, finalement, je me dis, enfin, j'ai commencé un peu au travers de mon expérience à en parler, mais finalement, pourquoi reste-t-on si longtemps dans des situations, des fois, qui ne nous correspondent pas, voire qui nous abîment? Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ton avis, finalement? Qu'est-ce qui joue là-dedans? Merci pour ton partage, sur lequel il y a beaucoup de résonance par rapport à un vécu aussi. Après, moi, j'ai toujours une interrogation avant de répondre à ta question. C'est quand on est enfant, tu vois, tu parlais de l'époque où tu étais à la maternelle, où tu sentais que voilà, il y avait une forme de rejet, cette crainte d'aller à l'école.
Et là, je me dis, est-ce qu'à ce moment-là, on a quand même les ressources nécessaires pour pouvoir aller au-delà de ce que tu as qualifié des sachants? Moi, je sais pas, c'est vrai qu'après coup, on pourrait s'interroger, tu vois. Moi, la dimension qui suis-je, c'est quelque chose, c'est une quête que j'ai et qui restera certainement encore dans sa globalité. Mais je veux dire, il y a quand même, jusqu'à un certain point, on est quand même très dépendant des conditionnements, des modèles injectés. Et là, vraiment, je ne sais pas si tu as un regard ou peut-être un éclaircissement avant que je réponde à ta question sur est-ce qu'on a les moyens nécessaires quand on est enfant, voire jusqu'à 10 ans, peut-être, de pouvoir sortir de ce qu'on est en train de nous demander de vivre? Je ne sais pas. Moi, ma question reposait plutôt sur le après, c'est-à-dire effectivement une fois qu'on est dans sa carrière professionnelle, parce que Mm. effectivement j'ai fait le détour pour contextualiser effectivement et dire que bah, la souffrance au travail, il y avait d'abord ça avant, voilà comme socle. Après, pour répondre à ta question, bah, c'est clair qu'un enfant il est dépendant. De toute façon, enfin quand on regarde l'être humain, il est complètement vulnérable. Si on regarde les animaux ils sont très vite, ils arrivent à marcher, à se débrouiller, etc. L'être humain, je pense que c'est l'être le plus vulnérable sur la planète. Donc effectivement, déjà par nature, de façon originaire, je pense qu'il y a cette vulnérabilité. Mm. Donc effectivement, je ne remets pas en question le fait que l'enfant, on est fortement, et je l'ai d'ailleurs dit, influencé par l'environnement, etc., qu'on n'a pas le recul effectivement nécessaire, toujours, que cette influence nous façonne, nous forme. Mais ce que je voulais exprimer, c'est que il y a aussi une part de nous qui se racontons une histoire. C'est-à-dire, on a toujours ces perceptions. Et tu vois, quand je parle de rejet, c'est ce que j'ai ressenti. Et je dis pas que c'est une vérité en fait absolue. C'est ça la nuance en fait que je voulais apporter. Donc je sais pas Mm. si je réponds à ta Ouais, question. oui, oui, tu réponds parce que c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on revient, quand on est en chemin, justement, on peut s'interroger. Tu vois, moi, j'ai été obèse quand j'étais enfant. Sur le moment, bon, bah, voilà, je n'avais pas peut-être conscience de la raison pour laquelle j'étais devenu obèse, si ce n'est que, en fait, j'étais en manque d'amour, de reconnaissance de qui j'étais, puisque moi, j'ai vraiment été conditionné et aussi, et que c'était un moyen de me protéger. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui. Et que c'était vraiment cette protection pour essayer de préserver peut-être ce qui paraissait être essentiel pour moi sans en avoir conscience. Jusqu'à un moment donné où je me suis donné l'autorisation de, parce que je ne supportais plus, et c'est là où on va faire le lien avec la souffrance, cet état. Maintenant, ce courage-là, il a nécessité, oui, d'être trouvé. Moi, je sais que je pars du principe aujourd'hui, avec les expériences que j'ai vécues, que je suis persuadé qu'on peut éviter de passer par la souffrance pour pouvoir s'épanouir. Il y a beaucoup d'autres traditions, notamment tu en parlais, mais en Orient, hein, pour avoir beaucoup travaillé sur l'Ayurveda, enfin, appris, côtoyé. Je pense qu'il y a une autre vision aussi qui est propre, mais en Occident en tout cas, et avec notre enseignement judéo-chrétien, c'est vrai que la notion de souffrance a été quand même totalement intégrée, et que c'est grâce à la souffrance qu'à un moment donné, on peut accéder à. Voilà, la dimension no pain, no gain, c'est parce que justement, moi je l'ai entendu, voilà, dans cette vie, nécessité de travailler fort, voilà, t'es pas là en vacances, il faut que tu prouves. Tout ça, en fait, ce sont des petites phrases assassines qui nous conditionnent et qui nous demandent d'accepter que cette réalité. Maintenant, est-ce que c'est réellement la réalité? Non, c'est celle d'un fonctionnement. Et pour s'en dégager, c'est quand même très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de nous, de temps en temps, qui sait pertinemment ce qui serait peut-être juste de pouvoir engager et de vivre. Cependant, on ne se l'autorise pas. Nous sommes des êtres sociaux, tu l'as mentionné tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on a le regard des autres, des attentes qui sont portées pour nous, on a ces loyautés invisibles qui sont présentes, qu'elles soient familiales, sociales, le fait de ne pas vouloir décevoir, d'être ce bon élève qu'on attend, qu'on chérit, puisqu'en fait, ça fait référence aussi à l'époque où on était nourrisson, où pour pouvoir avoir soit de l'affection ou soit de la nourriture, il avait fallu trouver une stratégie pour qu'on puisse venir combler ses besoins primaires. Et en fait, on est resté dans ces schémas qu'on reproduit. Et même si on sait que ça serait
chouette pour nous deux. Ah non, parce qu'il y a une part de nous qui dit non, c'est pas possible, voilà. Et ça, c'est long à venir éventuellement dépasser. Je m'aperçois que même dans le cadre d'accompagnement, je vais parler d'une anecdote en fait, c'est qu'il y a quelques années en arrière, j'accompagnais une personne et elle avait une problématique par rapport à sa mère. C'est-à-dire qu'elle était sous emprise de sa mère et que ça l'empêchait réellement de se réaliser pleinement. Et tout au long de l'accompagnement, en fait, elle a pris conscience, elle a réellement intégré quelle était cette emprise. Et je me souviendrai, parce que c'était au tout début, quand je commençais à accompagner des gens, cette personne est venue un jour pour me dire qu'elle arrêtait l'accompagnement. Et là, d'un seul coup, moi, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Alors qu'on y est là quasiment à la capacité de se dégager. Et en fait, sur le moment, je n'ai pas compris cette authenticité, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a juste révélé qu'aujourd'hui, elle était consciente que c'était la voie qui était nécessaire pour elle d'entreprendre et qu'elle savait que c'était celle-ci, mais qu'il y avait encore quelque chose qui n'était pas possible et elle ne se donnait pas l'autorisation de passer à cela parce qu'il y avait encore une loyauté et que pour le moment, elle n'avait pas encore eu cet accord vis-à-vis d'elle-même. Donc, elle était consciente du fait de rester sous cette emprise, elle décidait de le faire, alors qu'elle savait pertinemment que ce qui lui était proposé et ce qu'elle avait commencé à engager pouvait être quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus harmonieux et que ça soit dans l'ordre du mieux-être. Et c'est là où, en fait, ça m'a interpellé. Ça veut dire que tant qu'on n'a peut-être pas assez souffert, en fait, on sait gérer d'une certaine façon. C'est un peu notre système nerveux qui est dans un mode survie, qui préfère comprendre que même si ce n'est pas le plus agréable, même s'il y a de la souffrance, au moins on sait faire. L'inconnu est peut-être le red flag qu'il est en train de se dire en se disant mais comment je vais faire? Ça veut dire qu'il va falloir tout recomposer. Donc en fait, il vaut mieux trouver les moyens de ne pas passer à autre chose et restons dans cet environnement. Et après, il y a aussi des événements qui sont la maladie, qui sont des accidents, des licenciements, des pertes d'êtres chers, qui à un moment donné vraiment nous font croire nous font comprendre que la vie, elle peut vraiment s'arrêter et qu'on a du temps sans avoir du temps et que c'est à ce moment-là que des autorisations peuvent être données. Voilà un petit peu. Donc, pour synthétiser, oui, on a été conditionné, on s'est adapté, on a ces loyautés invisibles, ces croyances qu'on a totalement injectées de l'extérieur, qui font partie de nous, qui sont en fait notre identité. Hein. Et en fait, à des moments, à force de souffrir, on commence à ouvrir peut-être des portes, on commence à envisager encore faut-il avoir ce courage et c'est de temps en temps parce qu'il y a un gros clash que là, d'un seul coup, on sait qu'on peut tout perdre et que la vie peut s'arrêter et c'est là où on se transforme, où c'est vraiment un cheminement lent et dans lequel il y a une réelle volonté de se reconnaître en fait. Hein. Se reconnaître n'est pas simple, donc voilà. Voilà un petit peu les voies sur lesquelles moi je pense. Je ne sais pas si tu es d'accord, si tu partages ces points de vue. Donc, Il y a un mot-clé, là, tu as touché juste sur un mot-clé, c'est le mot de loyauté. Parce que du coup, pendant que tu parlais, en fait, ce que je me suis dit, et si je regarde honnêtement, en fait, ce qui m'a fait rester dans mon poste d'enseignant-chercheur et ensuite directrice de recherche, en fait, c'était pas seulement une question de poste ou de carrière, c'était effectivement une loyauté. Alors, dans les loyautés, je pense j'en ai un peu parlé avant, c'était vraiment déjà l'histoire que je me racontais sur moi-même. Ça, c'est la première des loyautés. Après, il y a effectivement, tu évoquais avec le cas de ta cliente, il y a la loyauté familiale, le modèle de réussite, de sérieux, de légitimité, de milieu social et de thématique, parce qu'effectivement, il y avait cette notion de scientifique.
Et effectivement, après, dans les autres choses qui me faisaient rester, c'était la peur du rejet, la peur de décevoir, la peur de ne pas être comprise si je choisis autre chose, la peur de sortir du cadre. Après, bien sûr qu'il y a la sécurité matérielle, hein, parce que comme j'ai fini mes dernières années de salarié au plus haut niveau, c'est sûr qu'il y avait le management de l'équipe aussi. Et quand on a construit quelque chose de stable, c'est pas si neutre en fait d'y renoncer. Mais ce qui est important, en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que l'image que j'avais de moi, quand tu parles justement d'oser être soi, elle n'était pas si claire en fait. C'est-à-dire, j'étais pas en mode je suis cette personne-là, point, en fait. C'était, en fait, j'étais dans une réalité, dans une forme d'adaptation permanente. Et pour ça, quand j'ai parlé de rencontres, c'est les rencontres qui ont été décisives. En fait, des personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont renvoyé autre chose, qui m'ont vu autrement que comme, en fait, moi, je me voyais. Et en fait, petit à petit, ça a permis effectivement les déclics. Après, il y a eu des outils de connaissance de soi. Tu parlais justement de cette importance de se reconnaître. Moi, je pense que déjà, c'est se connaître tout court. Voilà, des outils de libération qui sont venus. Ça a été en fait tout un écosystème. Mais ce qui a rendu en fait le passage à l'action possible, c'est vraiment en fait les miroirs que j'ai eus. Et sans ça, je pense que j'aurais pu en fait rester beaucoup plus longtemps. Et donc, si j'élargis un peu ce qu'on vient de dire, à mon expérience, à ce que tu as partagé, peut-être de relier ça pour les gens qui nous écoutent à des repères plus généraux pour que peut-être chacun puisse s'y reconnaître. Peut-être qu'on reste, il y a peut-être des raisons nobles, c'est-à-dire, tu parlais des loyautés invisibles, de la reconnaissance. Et souvent, on imagine qu'on reste parce qu'on manque de courage, mais souvent, il y a vraiment des raisons profondes, comme je disais. C'est cette peur de décevoir, le besoin de sécurité, etc. Et des personnes brillantes que j'accompagne qui ont appris très tôt que leur valeur, elle passait par l'adaptation. Tu parlais d'être bon élève. Voilà. Donc, à partir de là, c'est pas juste changer de job. C'est parfois cette impression de trahir une identité. Je suis quelqu'un de fiable, j'ai tel statut social, souvent acquis avec effort. Je suis quelqu'un qui tient, je lâche pas. Donc ça, pour moi, il y a cette grande piste dans les pourquoi on reste, en fait. Après, tu parlais de la cliente qui est déjà consciente, mais il y a des fois un déni fonctionnel, c'est-à-dire on n'en est pas conscient. En fait, finalement, tant que je suis performante, le système, il me renforce. Et le problème, c'est qu'on peut être performant et se détruire. C'est-à-dire que l'extérieur, il applaudit, mais l'intérieur s'éteint. Donc ça, je pense que c'est un deuxième point. Et après, j'aimerais amener aussi autre chose qui est dans ma lecture personnelle de chimiste, alchimiste. En fait, il y a une loi, pour moi, qui est la conservation et l'équilibre des forces. C'est-à-dire que dans la nature, il y a des lois de conservation. En fait, rien disparaît, tout se transforme. Donc, il y a des équilibres, il y a des forces contraires, il y a des tensions qui cherchent en fait une forme de stabilité. Donc, ma vision, c'est que en fait, dans une vie, on a d'une certaine façon une conservation entre douleur et épanouissement. Alors, c'est pas au sens 50-50, mais au sens, il y a toujours un mélange de polarité. Et pour moi, c'est pas réaliste de viser une vie sans friction, sans peine, sans inconfort. Mais par contre, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que plusieurs émotions peuvent cohabiter. Par exemple, la joie, la tristesse, ça peut coexister. La joie n'empêche pas la tristesse. On peut vivre des périodes lumineuses où on se sent très bien dans sa vie et puis traverser en même temps des vagues d'émotions qui sont denses, qui sont lourdes. On peut être à la fois aligné et avoir peur. On peut réussir et douter. Donc, en fait, l'équilibre, dans cet équilibre un peu des forces dont je parle, c'est pas une absence d'ombre, c'est plutôt une capacité, en fait, à circuler entre des états. Mais, alors, ce qui est intéressant, et là aussi, je rebondis sur ce que tu as dit, on choisit peut-être la souffrance. On a, je pense, pour moi, un choix sur la forme de souffrance que l'on vit. Par exemple, effectivement, dans le choix de l'activité, dans nos passions, dans ce qui nous anime. Donc, je ne choisis pas tout ce qui m'arrive, mais je peux apprendre à choisir. Est-ce que je souffre en me trahissant ou est-ce que je traverse un inconfort qui a du sens? Donc, il y a un peu ces questions-là. Est-ce que je souffre d'une fausse identité? Je parlais un petit peu tout à l'heure d'adaptation sur adaptation. Ou est-ce que je traverse une transformation?
Et là, il y a des nuances en fait derrière. Donc, ça va nous amener à une troisième question, sauf si tu as envie de rebondir, mais la question d'après, c'est est-ce qu'il faut souffrir pour évoluer? Alors peut-être, oui, j'aurais envie de revenir parce que, en effet, je partage pas mal de points là que tu viens d'évoquer. Je pense que je ne sais pas si c'est un choix de souffrir. Comme ça, je ne pense pas. On a injecté des modèles et en fait, pourquoi je dis est-ce que c'est un choix de souffrir? C'est que à partir du moment où j'ai pris conscience que ce n'était peut-être pas ma vie que j'étais en train de vivre, notamment après cet accident de voiture, si je reviens dans le moment, là, dans ces moments qui ont suivi cet accident, est-ce que je savais réellement ce qui était bon pour moi, ce qui me plairait? Je crois que j'en étais incapable. En fait, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps avant d'arriver à, à, à savoir ce qui était important pour moi. C'est-à-dire que j'avais tellement intégré ce costume, je l'avais tellement respiré que, ok, peut-être que je me sentais pas bien, mais qu'est-ce que je veux réellement? Et c'est là où, en fait, où c'est dur aussi. C'est aussi une souffrance qui est de se dire, wow, mais je sens que c'est pas bon. J'ai des symptômes physiques, psychiques, corporels qui font que je ressens que là, je suis pas. Et pourtant, c'est quoi ma direction? C'est quoi, vers quoi j'ai envie d'aller? Et, et donc, est-ce que j'ai réellement choisi? Je ne pense pas. C'est juste qu'en fait, c'est la vie après c'est les expériences rencontrées qui font que, tiens, comment je la prends celle-ci? Tiens, avant, j'avais l'habitude de. Bon, aujourd'hui, j'ai déjà un premier truc, c'est oui, en effet, cette peur du rejet, du regard des autres, parce que prendre une décision de tout quitter après pour vivre une vie qui n'est plus du tout celle dans laquelle je m'étais conformé et qui répondait à tous les standards, et de me dire, à 34 ans, je redeviens étudiant, tout ça, en fait, j'ai eu tellement de pression que là, en fait, est-ce que je me posais la question, est-ce que je fais bien quand même? Parce que enfin, je lâche quelque chose pour aller dans de l'inconnu. Et tu vois, je reviens à ce que je présentais tout à l'heure, le système nerveux, les red flags, le mal-être interne aussi, en se disant est-ce que je fais bien, pas bien, je suis pas bien, je veux des avis, appel au secours. Et donc voilà, donc moi je suis passé par là en tout cas. Ce que je observe aussi, c'est que c'est toujours très difficile d'aller réellement identifier, quoi. Même quand on va travailler sur ses valeurs intrinsèque, ce qui est vraiment ce qui nous anime, bah, je me suis aperçu que je me leurrais encore, quoi. J'étais tellement formaté que je ne m'autorisais pas, là encore, le fait de me dire, bah non, tout compte fait, j'ai envie de vivre ça d'une autre façon. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux répondre, mais oui. Oui. Bah ouais, je pense qu'il y a des nuances en fait dedans et peut-être pour préciser, je distinguerais moi l'inconfort de croissance, des fois des crises, tu parles de voilà d'accidents, de choses comme ça, mais sans aller jusque-là, ça peut être d'autres crises en fait, mais qui vont nous permettre de grandir, d'apprendre, de changer, de se trouver, de se positionner et ça bouscule. Et en fait, la souffrance destructrice, qui est effectivement peut-être plus chronique, qui va abîmer et qui va m'éteindre. Et en fait, là, effectivement, il y a un signal. Donc, je prends l'exemple du sport, tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont aimer l'effort, qui vont aimer la brûlure, parce que ça correspond, tu parlais de valeurs, de système de valeurs, donc je fais le lien avec ça. Eux, c'est peut-être, j'en sais rien, ça peut être le dépassement, ça peut être la discipline, la puissance, la maîtrise, je sais pas, tu vois, ça peut être plein de choses. Il y en a d'autres qui détestent ça, qui font de la danse, qui font de la marche, qui préfèrent la fluidité, etc., des choses plus douces. Donc en fait, c'est pas la douleur qui est le sujet, mais en fait, c'est la cohérence entre les valeurs et le sens. Après, je pense qu'effectivement, on évolue toute notre vie, on n'est jamais stable, fini, défini. C'est ça qui est chouette aussi d'ailleurs. Donc effectivement, peut-être que on peut se renouveler aussi dans ce qui nous anime et ce qui est important pour nous. Mais la partie sage, ça, pour moi, je reviens dessus parce que c'est fondamental.
C'est une part en fait qui n'est pas l'ego. C'est pas le personnage social qui est hyper attaché aux histoires, justement au rôle, etc. C'est pas non plus le mental anxieux. C'est effectivement une part qui est pour moi qui est plus vaste. On peut l'appeler comme on veut, la sagesse, le soi, l'âme, peu importe en fait. Mais cette partie sage, elle dit pas fuite ou douleur. Elle dit plutôt regarde en fait ce que cette douleur t'enseigne. Et parfois, ben, elle va nous amener dans des drôles de chemins, hein, à accueillir, voire des fois apprécier la fonction de la difficulté, tu vois. Et j'insiste bien, c'est pas du masochisme, hein, parce que quand je dis apprécier, je suis pas dans la culture du martyr. Là, non, je parle vraiment de maturité, c'est-à-dire arrêter de se battre contre la vie, apprendre en fait à coopérer avec ce qu'elle cherche à faire grandir en nous, des fois avec des expériences comme tu l'évoques qui sont très bousculantes, on a l'impression sur le coup d'être complètement perdu pour se retrouver après. Et en fait, il y a une question peut-être qui est révélatrice quand on est justement à un carrefour pour faire la différence, c'est est-ce que je serais à l'aise avec le fait de tout perdre et que ça m'apporte rien, tout en restant fidèle finalement à quelque chose de plus grand en moi, de plus sage. Et si la réponse est oui, je pense qu'on touche à un endroit d'alignement profond, pas seulement un calcul ou une peur. En fait, voilà, moi, tu vois, je le mets là, la nuance. Et est-ce que tu as eu une période où tu as senti, par exemple, que continuer comme avant te coûtait plus cher intérieurement, peut-être que changer? Tu as eu ce genre d'expérience-là? Oui, c'est arrivé même assez régulièrement, parce que malheureusement, on peut avoir des prises de conscience et après, dans le train-train de la vie, ben, on se fait reprendre, on se fait happer et on perd. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai eu, hein. J'ai eu certaines périodes où, Mm. d'un seul coup, ben, je remets en place des choses qui sont de l'ordre de la sécurité, voilà, de ce petit confort qui me va bien et qui a un prix à payer qui est que, comme fait, ben, je me suis de nouveau réadapté dans un format qui n'est peut-être pas celui que que j'ai envie de vivre. Mm. Donc là, de nouveau, des petits symptômes arrivent, quels qu'ils soient, hein. Ça peut être de la fatigue physique, de l'anxiété, voilà, des oublis, des choses de ce type-là, qui ont tout un sens, parce que c'est juste, comme tu disais, la vie nous présente plein de circonstances dans lesquelles, à nous de décider, enfin d'observer quels sont les signaux que ça procure. Et, euh, et en effet, c'est notre état intérieur qui peut nous guider. Euh, et c'est là où, en fait, quand c'est quelque chose qui est tranquille, paisible, dans lequel il y a un engouement, mais sans que ça soit de l'excitation ou trop de mouvement, bah, je pense que c'est là où, en fait, on sait qu'on est aligné avec ce qui est en train de se présenter. Et si on fait preuve de léthargie, de figement, d'excitation, d'énervement, des choses comme ça, c'est que certainement, il y a peut-être à revoir la forme dans laquelle on est en train de se diriger. Moi, j'aime beaucoup, après, ce sont des concepts qui viennent de l'Ayurveda, mais voilà, il y a 3 états qui sont aussi en lien avec les états du système nerveux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de corrélations, quelles que soient les approches. Mais on a un état qui est de ce qu'on appelle le tamas. Le tamas, en fait, c'est un état de figement, d'inaction. C'est moi, dans ma noirceur, impossible d'être. Voilà, on est plutôt dans de la lourdeur. Et en fait, après, il y a ce qu'on appelle le rajas, qui est le mouvement. Moi et les autres, c'est-à-dire un peu de compète. Moi, je suis mieux que les autres. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Et après, il y a ce qu'on appelle le sattva, qui est un état qui, pour moi, est celui auquel j'aspire, qui est un état d'équilibre où je suis bien, quelle que soit la forme que ma vie se présente. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il se pose quelque chose, est-ce que j'ai une responsabilité ou pas déjà premièrement, et dans la responsabilité que j'ai, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je préfère me morfondre, me faire du mal, ou éventuellement j'accepte l'événement tel qu'il est et j'observe ce que ça produit en moi, et à partir de là, j'essaie de revenir en sécurité et de continuer mon chemin. Et je pense que oui, une grande clé, c'est d'avoir cet état de sattva, cet état d'équilibre. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire, avec lequel je travaille pour justement permettre à d'autres personnes de toucher ces états où en fait, ben, voilà, c'est clair. Et il y a aussi cette clarté, c'est tranquille à l'intérieur, quelle que soit la circonstance, quoi. Je veux dire, ça peut être quelque chose qui soit totalement anxiogène dans une entreprise. Et je prends,
parlait de souffrance au travail tout à l'heure, mais c'est vrai que l'annonce d'un PSE dans les organisations, ça peut susciter beaucoup d'inquiétude, de peur, d'anxiété. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. D'un seul coup, c'est tellement prégnant au niveau des personnes, des équipes, que d'un seul coup, ça se diffuse et ça touche tout le monde. Mais Oui. si moi, je suis tranquille et que c'est OK, je vois, mais je ne prends pas ce qui est énergétiquement en train de se dégager de la plupart des réactions de chacun, en fait, je peux être très tranquille et avoir cette clarté que de dire, ben voilà, aujourd'hui, il y a une réorganisation, il y a éventuellement peut-être mon poste qui va disparaître. Est-ce que j'ai capacité à agir contre? Non. Est-ce que ça sert à quelque chose de me morfondre? Certainement que non. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je profite de cette situation pour pouvoir me projeter sur quelque chose en lien avec ce qui est important pour moi? D'où cette capacité justement à déjà avoir cette compréhension du mécanisme, ces parts aussi qui sont à l'intérieur de nous, puisque comme tu le disais, hein, la polarité, le fait que c'est qu'on a différentes parts qui interagissent, c'est que de temps en temps, il y en a qui sont, c'est le paradoxe, contradictoire, c'est comment je fais en sorte de les réunir, de les apaiser et de pouvoir être plus tranquille ce cheminement. Donc c'est aussi, et je te rejoins sur ce que tu as mentionné tout à l'heure, le fait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que c'est un leurre aussi de penser, et ça, si on parle du grand développement personnel, hein, uniquement valoriser le positif, que tout doit être parfait, tout ça, non. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose à remettre en question. La vie n'est pas parfaite, et pour progresser, c'est justement parce qu'on rencontre de temps en temps des circonstances qui nous amènent à peut-être être dans un moment de blocage et à essayer d'identifier quel potentiel et quelles ressources je peux aller chercher à l'intérieur de moi pour traverser ça et grandir encore. Je pense que c'est certainement ça que la vie est en train de nous proposer. Et si on est dans cet état d'esprit, que c'est réellement accepté, en fait, d'un seul coup, on voit aussi la vie d'une manière différente. Et on a aussi des outils qui nous permettent de comprendre que ce qu'on peut juger comme étant quelque chose de négatif peut avoir un bénéfice à certains moments selon les circonstances, et que ce qu'on essaye de valoriser et d'être un garçon bien dans toutes les circonstances, ben, certainement des inconvénients, parce qu'à un moment donné, à force de vouloir être bien, de répondre à des standards, on s'oublie et on passe à côté de notre vie. Donc tout ça est à relativiser. Et c'est le fait de relativiser nécessite aussi qu'on soit assez clair à l'intérieur de nous et assez stable et auto-centré, quoi. C'est-à-dire qu'on ait cette capacité à recevoir tout ce qui se perçoit de l'extérieur et essayer d'en faire quelque chose. Oui, j'aime beaucoup ce que tu partages et tu commençais à évoquer justement les signaux faibles. Donc, tu as parlé du ressenti, du corps, éventuellement de la concentration, etc. Et peut-être serait intéressant effectivement de un peu creuser ça. Alors pareil, pour rappeler, au niveau officiel, il y a des outils en fait qui existent bon, pour détecter ça, hein, sur tout ce qui est risques psychosociaux, via tout ce qui est évaluation des risques professionnels. Mais en fait, ce qui est important, enfin mon regard là-dessus, c'est juste que finalement, ces outils regardent beaucoup les facteurs externes, c'est-à-dire la charge, l'autonomie, la reconnaissance, les conflits, enfin tout ce qui est organisation, etc. Mais comme tu disais, déjà, c'est être clair envers soi, c'est-à-dire ils ne remplacent pas, ils sont utiles, hein, mais ils ne remplacent pas la lecture intérieure. Et pour moi, dans le monde de l'entreprise, en fait, on n'apprend pas à relier ce que je vis au travail avec mon histoire personnelle, mes loyautés, mes blessures, mon système de valeurs, mes besoins profonds. En fait, on apprend à tenir et pas forcément à se reconnaître. Donc ça, je voulais vraiment appuyer ce que tu as dit juste là, parce que je pense que c'était important. Puis j'aime bien aussi, alors le film Matrix, bon, il a été cité plein de fois, hein, mais tu sais, quand cette fameuse scène où il doit choisir les pilules, en fait, c'est-à-dire, pour moi, à un moment donné, en fait, on sent que quelque chose est faux. La vie n'a plus de saveur. Et on a ce dialogue intérieur, comme dans le film de Matrix, hein, c'est pas exactement les mêmes mots, mais en gros, c'est rester dans cette entreprise, rester dans le faux self. On a déjà vécu cette vie. On sait en fait comment elle se termine. Et ça, pour revenir sur des profils qui vont avoir cette lucidité, donc HPI, hyper lucide, etc., souvent, il y a un peu une dysphorie d'être, hein, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment durable de malaise intérieur, parce qu'on sent qu'on n'est pas en accord en fait avec sa propre vie, son identité profonde, sa manière d'être au monde, et cette incapacité à se satisfaire d'une situation bancale.
Et là, en fait, c'est pas un défaut. Enfin, je tiens à le redire. Je le dis en accompagnement, mais je le redis là. C'est que, en fait, c'est souvent une boussole quelque part. Donc, dans les signaux faibles, pour moi, il y a plusieurs familles, un petit peu. On a parlé des valeurs tout à l'heure. Oui, ça peut être, par exemple, des décisions qui sont prises dans l'entreprise et qui rentrent en conflit avec votre éthique. Là, il y a chez les hauts potentiels, qui sont très forts pour détecter les incohérences et les dissonances, il y a une dissonance cognitive qui est épuisante au bout d'un moment. Deuxième point, c'est le manque de reconnaissance. Donc la reconnaissance, elle a plus de tenue, il y a le lien qui s'érode, même si on est depuis, je sais pas, 20 ans dans la boîte, quoi. L'humanité se perd, il n'y a plus de résonance émotionnelle. Ça, c'est pour moi un autre signal. Autre signal, c'est l'autonomie, c'est-à-dire des personnes qui se sentent des fois surveillées, empêchées ou encadrées un peu de manière, j'entends même dire le mot infantilisant. Ça, c'est souvent signe qu'il y a d'autres alertes qui ont été ignorées, mais ça peut aussi arriver. Donc, ce sentiment de manquer d'espace, de liberté là-dedans. La perte de sens, bon, bah, ça, c'est clair. Hein. Et comme je dis, peut-être, il y a vraiment un avant, un après. C'est-à-dire, ce qui stimulait avant, ça peut devenir complètement mécanique, automatique. On est un peu, moi, c'est ce que j'ai vécu, mode robot. Je continue à faire. Je continue, apparemment, tout se passe normalement. Mais l'impact, il disparaît. Le système, en fait, il se désagrège, même si les chiffres ne le montrent pas encore. En fait, il y a quand même quelque chose qui se passe à l'intérieur. Après, je te rejoins sur le système nerveux, le corps, mais c'est clair, c'est-à-dire qu'il y a tous ces signaux somatiques, il y a la fatigue au réveil, il y a le système nerveux qui capte ce que leur mental y refuse. Donc voilà, il y a des boucles. Il y a alors aussi, je reviens sur les hauts potentiels, souvent l'intuition. L'intuition envoie des signaux. Dans ces signaux, qu'est-ce qu'on peut avoir la tension, l'oppression, la baisse d'énergie, l'inconfort. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je ressens que ça ne le fait pas, quoi, en fait, quelque part. Autre chose qu'on peut ressentir, c'est la créativité, des fois, qui est bridée. Comme si les idées, elles sont mises de côté. Comme si même la possibilité de s'exprimer, elle est pas satisfaite, en fait. Et il peut y avoir aussi un effet plafond de verre, c'est-à-dire on se sent stagné. Ça continue de monter, mais en fait on est à bout de souffle, quoi. On sent qu'on peut pas aller plus haut. Et paradoxalement, pour les cerveaux qui vont très vite, c'est un rythme qui est de plus en plus rapide, mais de moins en moins stimulé. Donc le challenge, en fait, il devient routine. On se disperse, projet à côté, on peut commencer des formations, on se dit non, mais en fait, finalement, ça m'intéresse aussi. Voilà, il y a une sorte des fois d'éclatement, quoi, de diffusion des idées, des pensées encore plus. Et peut-être un des derniers, c'est l'autocensure, c'est-à-dire les idées, elles existent, mais on dit plus. En fait, on ne les ressent plus, quoi. Ça sert à rien, c'est pas le bon timing. Personne me comprend finalement quelque part. Donc il y a vraiment comme quelque chose qui se referme, en fait, on se replie sur soi. Et puis j'oubliais, oui, peut-être une autre chose qui viendrait plutôt de l'extérieur ou des relations, c'est on commence à admirer, voire jalouser des fois, des gens qui osent, en fait. Et ça, c'est révélateur parce que ce qu'on juge souvent, c'est une part de nous qu'on n'écoute pas. Et justement, de se dire, ah tiens, lui, il a osé partir de la boîte, etc. Il l'a fait, il est authentique, etc. Alors que moi, j'ai l'impression de jouer un rôle, de masquer ma sensibilité, de mettre toute mon intuition en sourdine quelque part, avec cette impression de plus grandir. Et des fois, quand je parlais de formation, ce qui est marrant, des fois, je ne sais pas, Eric, si tu as constaté ça quand tu étais effectivement directeur des ressources humaines, mais il y a même des personnes qui me témoignent, ah mais en fait, finalement, on a pinaillé sur mes formations, toutes mes demandes de passage au statut cadre, sur mes notes de frais. En fait, comme par hasard, tout l'univers semble se synchroniser pour vraiment vous embêter. Donc, c'est comme s'il y a une mise à l'écart ou une incompréhension totale, en fait, de qui vous êtes. Je ne sais pas si tu as constaté ça aussi. Pour répondre, oui, en effet, là, tu as cité beaucoup de signaux. Il y a peut-être quelque chose aussi que je voudrais amener comme sujet. Ça concerne, en fait, la singularité de chacun. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence. Hein.
Et chacun de nous peut exprimer ces intelligences, qu'on va appeler des aptitudes, des compétences ou des natures, nos motivations, de manière totalement différente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un des axes, c'est que souvent, on a du mal à identifier quelles sont nos spécificités, nos intelligences, nos natures, celles qui nous permettent d'être en joie, de ne pas consommer trop d'énergie, de nous nourrir pleinement. Et en fait, cette absence de connaissance réelle de cela, en fait, font que de temps en temps, on va sur des jobs dans lesquels, en fait, soit il n'y a pas automatiquement une superposition de tout ça, ou soit on se met dans des jobs où on sait qu'éventuellement, peut-être qu'on a une intelligence ou une compétence qui est limitée, c'est-à-dire qu'on peut l'exercer, mais au bout d'un moment, ça nous coûte. Hein. Ça peut être, par exemple, le raisonnement logique, hein, voilà. Et en fait, le job dans lequel on est, ça ne fait ne nécessite que cette logique. Et au bout d'un moment, ça commence à nous épuiser. Et je trouve que si il y avait cette connaissance de comment on exprime nos intelligences, nos natures, et que là, on en soit réellement conscient, et que quand on va dans un environnement de travail et qu'on postule peut-être à un poste ou une activité professionnelle, c'est de dire quels sont les écarts. Est-ce que là, je ne me mets pas en danger? Ou est-ce que j'ai les capacités de tenir? Et si ce n'est pas le cas, c'est d'avoir cette clairvoyance de dire ben, c'est peut-être pas le job qui me correspond, même si c'est peut-être le job qui rêvé sur le papier, ou si jamais tu l'avais, oh, qu'est-ce que les gens te diraient, waouh, tu as réellement réussi, tout ça. Et je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui occasionne de la souffrance. Et comme c'est ce qui nous permet d'être en vie, de pouvoir vraiment nous exprimer, nous nourrir, c'est aussi se dire, bah, tiens, là, il y a une activité professionnelle. Si jamais toutes ces intelligences et ces natures ne sont pas nourries, sous quelle forme je peux aller les nourrir aussi dans mon environnement perso? Ça veut dire que je n'ai peut-être pas de nécessité pour mon équilibre perso et l'équilibre avec les autres, mon entourage, de rester autant de temps dans une activité professionnelle, juste pour voilà, cocher des cases, parce qu'en France, on considère que plus tu fais d'heures, mieux c'est, avec ces remarques assassines. Ah ben tiens, tu as pris ton après-midi quand tu pars à 17h, alors que tu es arrivé à 8h du matin et que tu as très bien fait ton job, tu vois. Donc toutes ces injonctions, ces pressions-là, non, c'est juste d'arriver aussi dans une meilleure compréhension de qui je suis, comment je peux éventuellement exprimer mes intelligences, mes natures, comment je les nourris. Et à partir de là, en fait, ces signaux, là, on peut les gérer d'une manière différente. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, en fait, on a de l'énergie, on est posé, on sait que si jamais il y a un effort à fournir, on peut très bien le fournir, on sait que c'est sur une durée qu'on va décider. Et je pense que ça aussi, ça peut être une voie de se dégager par rapport à ces signaux. Et moi, c'est quelque chose sur lequel aussi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, pour pouvoir identifier, voilà, ce qui me met en joie, ce qui me donne de l'énergie, c'est ça et ça. Est-ce que tu le démontres dans ta vie? Est-ce que dans ton activité professionnelle, tu peux? Quelles sont tes zones de risque? Parce que quand on est, par exemple, dans un parcours professionnel, je le vois avec certaines personnes, notamment des high potential, qui sont sur des parcours à l'international pour peut-être après devenir, par exemple, je suis beaucoup dans l'industrie pharmaceutique, mais par exemple, prendre des postes de direction dans des pays, voire des BU-aides, ben en fait, de temps en temps, on s'aperçoit que jusqu'à un certain point, ça les nourrissait, ça correspondait à qui ils étaient, mais à un moment donné, de faire éventuellement de la gestion financière, du management, de la réorganisation, c'est absolument pas ce qui correspond à qui ils sont. Et pourtant, ils sont dans une vocation d'accéder à des responsabilités soi-disant extraordinaires. Et c'est ça, en fait, qui font aussi que, voilà, c'est un point que je voulais aborder. Et toi qui travailles dans les bilans des compétences, je pense que tu as à peu près la même analyse. Ouais. Mais oui, il y a plein d'outils. Bah là, c'est effectivement les outils que tu proposes aussi sur qui viennent des théories des intelligences multiples notamment. Et je trouve ça, enfin voilà, dans la connaissance de soi, pour moi, c'est effectivement la base. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir plein de nouveaux outils. Moi, c'est effectivement des outils, tu parles de bilan de compétences, mais qui sont liés à l'intelligence émotionnelle. Donc, effectivement, ça permet de cartographier des compétences.
compétences. Et je te rejoins complètement. C'est pas aujourd'hui de trouver le job qui va répondre à tout dans notre vie. Il y a un équilibre aussi avec des activités externes, sociales, etc., qui est aussi à faire. Donc, il y a des fois ce truc de je vais absolument trouver le mouton à 5 pattes, mais non, parce qu'en fait, on est multiple par nature. Donc, c'est très important que tu le rappelles effectivement là. Et tu donnes déjà des clés pour, en fait, ce qui fait basculer vers une vie plus souveraine, partant de ce constat qu'on a brossé, partant de voilà la définition de la souffrance au travail qu'on a posée, etc., des indicateurs. Et peut-être j'aimerais aussi ouvrir là-dessus sur justement comment on obtient, comment on va vers une vie plus souveraine. Moi, il y a un concept qui m'est cher, en fait, c'est l'équilibre aussi à trouver entre changer par l'action et changer par les perceptions. Et souvent, en fait, on veut changer par l'action, donc c'est-à-dire bouger, négocier, se reconvertir, changer d'entreprise, changer de rôle. Et pourquoi pas? Et moi, effectivement, il y a les deux piliers, hein, il y a l'être et le faire sur mes accompagnements. Mais changer par les perceptions, pour moi, on va vraiment à un niveau profond parce que moi, je parlais de ma loyauté à l'histoire que je me racontais. Et en fait, changer la manière dont je me vois, dont je me parle, grâce à ces outils de connaissance de soi, mais pas que, dont je lis ce que je vis, en fait, ça peut changer énormément de choses parce que si je change dehors sans changer dedans, ça se rejoue. Et ça, j'aimerais aussi le poser là. Il y a trop de personnes qui sont dans ça ne me convient plus, donc je vais changer d'entreprise ou changer de métier. Mais si je change effectivement dedans, dehors sans agir dedans, on peut rester dans une sorte de plafond aussi quelque part. Donc, pour moi, il y a vraiment ça. L'autre chose, pour moi, un peu dans les outils, les clés, alors au début, ça va peut-être paraître un peu très ésotérique, mais en fait, c'est aligner le conscient sur l'inconscient. Parce qu'en fait, souvent, on essaye d'aligner l'inconscient sur le conscient, c'est-à-dire on force le corps à suivre le mental. On force l'émotion à se taire. On force l'intuition à se rationaliser. Mais en fait, pour moi, la maturité, c'est l'inverse. C'est aligner le conscient sur l'inconscient. Ce que ça veut dire, c'est écouter son corps. Et je pense que ça, tu seras OK aussi par rapport à l'approche que tu peux avoir. C'est-à-dire ce que l'émotion révèle. Vraiment aller au plus proche de ça, ce que l'intuition capte. Se reconnecter à soi. Et en fait, le mental, c'est un serviteur. C'est un serviteur intelligent, des fois très intelligent, mais il est là pour structurer, pour poser des actions, pour sécuriser. Et quand le mental n'est que là, que présent et que c'est lui qui domine, là, c'est du contrôle. Mais par contre, le mental qui est au service, là, c'est de la souveraineté. Et c'est là où je pose en fait cette définition-là. Donc, tu vois, je prends un autre exemple que je rencontre beaucoup dans les accompagnements et les bilans. Il y a souvent, on parlait tout à l'heure aussi de notion de liberté. Et j'ai beaucoup de personnes qui ont cette envie de je vais changer de voie et je serai libre. Et aujourd'hui, il y a une montée aujourd'hui de l'entrepreneuriat qui est assez importante et on croit que c'est une liberté absolue. En fait, j'aimerais dire qu'on n'est pas plus libre. On est libre sous une autre forme. Quand je disais tout à l'heure qu'on peut choisir la forme de souffrance, oui, sous une autre forme, mais on a d'autres contraintes administratives, la paperasse, la comptabilité, les responsabilités, l'URSSAF, les impôts, et on a des comptes à rendre en fait, aux clients, à soi-même. Enfin, voilà. Donc, la vraie question, c'est pas dans quel système je serai enfin libre. La vraie question, c'est quelle relation ai-je avec moi-même et ma liberté intérieure. Et là-dessus, on a la main. Là-dessus, effectivement, on peut vraiment explorer. Donc, on peut être son pire ennemi, son meilleur ami, en fait. Ce qui compte pour moi, c'est en fait de s'approcher toujours plus de cette partie en fait sage en nous. Cette partie sage, elle promet pour moi pas zéro souffrance, mais elle invite en fait à apprendre, à transformer, à se respecter, à aller de mieux en mieux. Et c'est là où je mets cette notion de choix. À un moment donné, on a la main, on peut choisir les difficultés qui ont du sens. Peut-être pas enfant, on est d'accord. Mais ensuite, il y a des carrefours qui permettent ça. Oui. Voilà. Je ne sais pas si tu veux… ça réagit sur beaucoup de choses. Alors, j'ai une image qui est venue, mais je vais la partager après. Peut-être rebondir sur le fait que, oui, en effet, tout changement de forme dans sa vie a toujours un prix à payer. Et on peut fantasmer de temps en temps. Moi, je le vois. Hein. J'ai créé un projet professionnel qui était un centre de ressourcement sur lequel, voilà, c'était soi-disant pour moi
à cette époque-là le projet, le Saint Graal, l'accomplissement de ma vie, quoi. Et en fait, j'avais oublié que le prix à payer de tout ça, c'est que quand on prend un domaine, eh ben, il y a tout un entretien, il y a le fait d'avoir beaucoup de gens, de plein de logistique à gérer et tout ça, et ce qui fait que comme c'est pas dans mes intelligences et dans mes natures justement de gérer tout ça, ça m'a épuisé. Et en fait, j'avais fantasmé, je n'avais vu qu'un côté, et là j'étais tellement, j'avais comment dire, cette euphorie, et en fait l'euphorie est un signe aussi comme quoi on est en train peut-être d'aller dans une mauvaise direction et qu'il y a nécessité de peut-être de ramener un petit peu de calme et de clarifier. Donc voilà, là vraiment le premier point c'est dès qu'il y a une orientation qui va être prise, il y a toujours un prix à payer. Ne nous emballons pas, on peut idéaliser quelque chose, il y a toujours l'envers du décor. Comme tu le disais, c'est une notion d'équilibre. Il y a une pièce, il y a toujours l'autre côté, on n'est jamais sur la tranche, donc peut-être à reposer. Autre point, tu as raison, pour moi, le prêt à payer, enfin, le corps est vraiment un moyen de comprendre. Et c'est aussi notre messager entre justement ce que tu qualifies être l'âme et le mental. C'est aussi là où, en fait, ce qu'on appelle ces symptômes qui peuvent être physiques, physiologiques, en fait, souvent on vient essayer de les faire taire. De suite, on a un mal de tête, on va prendre un paracétamol. On a éventuellement un coup de fatigue, on prend pas mal de café en se disant on va y aller et tout ça. Non, ce sont surtout des symptômes qui peut-être nous sont en train de nous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas et qu'il y a peut-être un petit ajustement à réaliser. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est clé. Et l'image qui m'est venue au moment où tu évoquais tous ces points-là, c'est une image que j'aime beaucoup, sur laquelle de temps en temps je pose avec certaines personnes. C'est l'image du chat. Alors, je ne fais pas le lien avec la Bhagavad Gita, qui est un texte sur lequel il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent être tirés, mais c'est juste de schématiser, de caricaturer un petit peu comment ça fonctionne chez nous. En fait, il y a nécessité d'imaginer un char ou une diligence, par exemple, une diligence. Imaginez que cette diligence, il y a 4 chevaux qui sont en train de la tirer. On va dire que ce sont les 4 émotions. La joie, la colère, la tristesse, la peur. Donc, voilà. La diligence, en fait, c'est notre corps. Le cocher, c'est notre mental. Et à l'intérieur, le passager, c'est notre âme. D'accord ? Et en fait, pour que cette diligence parte d'un point A pour aller vers un point B, il y a nécessité, dans l'ordre des choses, que ce soit le passager qui dise ben moi je vais aller là pour là, qui transfère l'information au cocher. Le cocher a vocation à prendre soin aussi de sa diligence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une route cassée, est-ce qu'il n'y a pas trop de poids et tout ça pour avancer, et de pouvoir gérer les chevaux qui sont les émotions. Si on part à l'inverse et qu'il n'y a personne qui guide tout ça, si on a des émotions, c'est-à-dire des chevaux qui ne savent absolument pas se réguler, ça part dans tous les sens, donc il y en a un qui va partir dans un sens et tout ça, donc il risque d'y avoir une grosse casse. Si je ne prends pas soin de la diligence parce que je ne prends pas soin de mon corps, éventuellement, ben, elle peut être techniquement affaiblie, ce qui fait que sur le chemin, elle va casser. Et si mon cocher ne sait pas réellement où aller et qui pense que c'est le roi du monde, il va faire n'importe quoi et au lieu d'aller dans la bonne direction. Et je trouve que c'était l'image qui m'est venue au moment où tu parlais, parce que je trouve qu'en effet, chaque chose est à sa place, tout a une réelle importance. Et c'est vrai que plus on est calme, plus on a la capacité à identifier quel est ce passager qui va nous donner la voie, la direction, et plus après on peut mettre au service, comme tu le disais, le mental, qui va aussi s'occuper, parce que l'ego c'est aussi le mental et le corps, et qui va gérer aussi, qui va accueillir les émotions, parce que c'est vrai qu'un cheval peut à un moment donné avoir un coup de moins bien, ok, mais c'est comment je le remets dans la voie, tout en acceptant qu'il soit moins bien. Et voilà, et c'était cette petite je sais pas, image que j'avais envie de partager avec toi, que je trouve pour moi qui m'aide beaucoup et qui me permet de relativiser à certains moments, mais qui a le contrôle, où t'en es là, qui est en train de mener la diligence. Donc voilà. Mais j'adore ta métaphore parce qu'en plus, quand on sait que manager, c'est ménager sa monture. Ah ben voilà. Et en effet, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Donc, c'est une très belle métaphore. Il y a une question que j'aimerais te poser, parce que c'est plus alors, en lien avec voilà, le monde de l'entreprise, avec ton expérience soit d'ancien directeur des ressources humaines. En fait, qu'est-ce que tu vois comme angle mort majeur des organisations face justement à la souffrance des personnes au travail? Qu'est-ce que tu en penses en fait? Quelle question. Je pense que déjà, aujourd'hui, le rôle d'une organisation, sa responsabilité, c'est pas non plus de permettre aux gens d'être heureux. Donc ça, c'est une base. Ta responsabilité, c'est peut-être d'amener de la clarté quand c'est nécessaire, du cadre. Il y a peut-être de la cohérence dans les actions et une certaine forme de savoir travailler ensemble. Ça, c'est la vocation, c'est la responsabilité de l'organisation. Alors, c'est déjà là où il y a certainement des défauts, dans ce que j'ai pu observer quand je suis passé par du conseil en ressources humaines aussi dans un cabinet, c'est là où j'ai pu observer beaucoup de choses. Mais je crois que c'est ça, quoi. Et c'est-à-dire que il y a nécessité d'avoir vraiment une clarté des rôles, des périmètres, chose qui aujourd'hui, en tout cas, de ma perspective, il n'y a plus, sous prétexte de polyvalence, d'adaptabilité, de flexibilité. C'est une cause de souffrance, où on charge tout le monde, c'est plus clair. La notion de charge qui soit réaliste, c'est vrai que là, j'accompagnais encore ce matin deux managers dans une entreprise qui sont des directeurs de services dans lesquels ils ne savent plus comment faire tellement qu'il y a de la charge. Donc, à un moment donné, c'est aussi comment, quand on parlait de clarté de cadre dans le rôle de la responsabilité de l'entreprise, c'est quelles sont les priorités, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout n'est pas prioritaire, tout ne doit pas être fait. Je pense que c'est important aussi d'avoir cette... on parlait beaucoup de la culture du feedback aussi qui s'est imposée dans les entreprises. Ça peut être intéressant aussi, justement, de montrer qu'on n'est pas parfait, quelle que soit la fonction qu'on a et au niveau quelle que soit la strate dans laquelle on se trouve dans l'organisation. Et que plutôt que d'utiliser le feedback juste pour faire des évaluations, voire justifier avoir des justifications pour réorganiser une entreprise, parce que c'est ça aussi qui de temps en temps est le biais. Hein. C'est pour ça que le feedback et la culture du feedback est souvent décriée, c'est que c'est soit un outil de contrôle tel qu'il est perçu ou éventuellement un moyen de justifier la suppression de poste. Non, je pense que si on avait des organisations dans lesquelles voilà, on a la capacité de se parler, à essayer de s'entraider, ça serait pas mal. De reconnaître aussi le droit à l'erreur, chose qui est souvent mal acceptée dans une organisation. Et je reviens à un point que tu as mentionné tout à l'heure, cette notion de surengagement qu'on valorise, quoi. Parce qu'en fait, on donne tout au travail, on charge jusqu'à ce que la personne explose, et en fait, après, on comprend pas, mais c'est juste que non, le mérite ne passe pas par une surcharge de travail ou un surengagement à travailler nuit et jour et à valoriser ça. Non, je crois qu'il y a juste un petit souci. Donc voilà quelques critères, mais ça passe, oui, par... voilà, on parle beaucoup de... Moi, j'aime bien aussi le livre de Frédéric Laloux sur organisation... ça s'appelle comment déjà enfin, je ne sais pas si tu connais ce livre. Inventing Organization, tu vois, avec les structures opales et tout ça. Oui. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Enfin, je trouve que je ne suis pas certain que ça soit quelque chose d'inaccessible. Donc voilà, et je pense qu'aujourd'hui, ouais, il y a peut-être beaucoup de choses à revoir parce que la responsabilité, autant je pense qu'une organisation n'a pas vocation à rendre son personnel heureux, mais il a quand même garant d'une certaine structure et organisation qui a nécessité à ce que les choses se mettent en place et qu'on valorise pas ce qui n'a pas à être valorisé et qu'on reconnaisse aussi que quand il y a des difficultés, de ne pas les mettre sous le tapis en pensant ou en essayant de trouver le fautif, parce que c'est ça aussi, hein, c'est souvent, tiens, on va essayer de trouver le responsable sans chercher à en comprendre, ce qui fait que ça crée une ambiance
qui est totalement délétère, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je souris parce que c'était un des coachings que j'ai fait ce matin avec un manager, où en fait, on perd beaucoup plus de temps à faire des mails pour se couvrir que le fait d'être sur le job et de faire en sorte que tout fonctionne et qu'on prenne plaisir et qu'on soit productif et efficient. Donc, Et voilà, donc, il y a certainement d'autres critères, mais en tout cas, dans ce qui me viennent, ça serait plutôt ça. Donc, les fameux tableaux de reporting. ouais, alors je dis pas que c'est pas important, mais en effet, voilà, il y a besoin aussi qu'on mette un petit peu de souplesse et du bon sens, tu vois. On parle souvent il y a une notion de bon sens qui est importante et cette logique court terme, rationalité économique qui perturbe ces fonctionnements, ce qui fait qu'au bout d'un moment, pour avoir été, dans les fonctions dans les ressources humaines et d'avoir organisé des plans sociaux, à un moment donné, il y a une rationalité. Et si en même temps, on ne sait même plus pourquoi, éventuellement, et c'est ce que je suis encore en échange avec d'autres DRH qui sont encore en fonction dans des gros groupes, à un moment donné, ils s'interrogent de savoir mais comment on va justifier ça, parce que ça n'a même plus de sens, quoi. On les enchaîne tous les 18 mois et on ne sait même plus pourquoi, quoi. Donc il faut inventer. Quand j'entends ça, là, c'est la raison pour laquelle je comprends pourquoi je suis parti de l'entreprise, parce que je ne suis plus du tout en adéquation avec mes valeurs et que c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas acceptable, en tout cas. Ben c'est ça. Alors des fois, ce que j'entends aussi, c'est un peu des extrêmes, hein. C'est-à-dire soit tout est de la faute du système, ou alors c'est à moi de m'adapter, voire de me suradapter, point quoi. Donc moi, j'aurais déjà envie un petit peu de dire sortons de ça, parce que alors je te rejoins et si je reformule ce que tu as dit, enfin il y a une responsabilité réelle des entreprises sur la charge de travail, la prévention, la clarté, les conditions de coopération. Tu parles d'organisation. Quand j'étais intervenante en prévention des risques professionnels, c'était ça. L'origine majeure des dysfonctionnements, c'était des questions d'organisation, de qui fait quoi, de fiches de poste qui des fois sont pas forcément très bien rédigées ou alors fourre-tout. Bon, bref. Donc en fait, quand je parlais tout à l'heure des cadres officiels, des risques psychosociaux, des outils, des grilles qu'on a en entreprise, elles existent justement parce qu'on reconnaît que l'organisation peut rendre malade. Ça, c'est la première des choses. Mais par contre, il y a quand même une limite, c'est-à-dire l'entreprise, elle n'enseigne pas la connaissance de soi. Et ça, c'est vraiment ce que je vois dans ma pratique. Ça vient souvent résonner. Encore une fois, je reviens à notre histoire, nos loyautés, nos peurs, etc. En fait. Et ça, c'est pas pour culpabiliser, au contraire, hein, c'est pour redonner du pouvoir. Mais des fois, j'ai fait une fois une conférence devant effectivement des managers qui, pour eux, ne comprenaient pas le lien avec le lien entre l'histoire personnelle et ce qu'on pouvait vivre sur le lieu de travail. Donc, bon, je dirais c'est pas à eux de comprendre parce que là, justement, c'est la part de responsabilité pour moi individuelle et c'est pour ça que je différencie les échelles et chacun, je dirais, sa part. Mais quand je dis c'est reprendre du pouvoir, c'est parce qu'en fait, pour moi, personne ne peut prendre durablement du pouvoir sur nous, sauf si on lui a donné, des fois de façon inconsciente, hein, ça c'est encore autre chose. Mais en fait, même avec des dispositifs, même avec des outils, l'entreprise n'est pas une école de conscience. Elle ne nous apprend pas en fait à relier nos réactions à notre histoire. Donc pareil, c'est un message que j'aimerais transmettre pour sortir du tout ou rien, quoi. C'est soit moi le fautif ou c'est soit mon chef. Il y a peut-être en fait à chacun à reprendre sa part là-bas derrière. Et en fait, dans cette notion de souveraineté, c'est accueillir à un moment qu'il y a aussi un travail que personne ne fera à votre place. Apprendre à se connaître, à se respecter, à discerner, à choisir. Même si des fois, c'est ce que tu as dit, hein, c'est pas toujours clair, ça peut être confus. Je dis pas qu'on sait toujours, c'est pas ça, mais au moins s'engager sur un chemin, en fait, c'est ça. Et c'est là où l'équilibre se joue. Pardon, je pense que tu as raison. C'est vrai que dans notre société, en tout cas, et dans le fonctionnement que j'observe, souvent, on veut tout contrôler. On veut se dire, tiens, si je fais ça, ça va m'amener à ça. Mais en fait, la vie nécessite qu'on s'adapte constamment. Et comment on peut s'adapter constamment? C'est quand on se met en sécurité intérieure. Donc, ça veut dire que là aussi, c'est notre responsabilité. Ça veut dire que plus on sait comment revenir en sécurité intérieure, plus on a cette capacité à créer notre vie et à s'adapter en fonction de ce qui se présente à nous. Et ça, c'est personne d'autre, c'est pas une structure extérieure, c'est pas des gens extérieurs qui vont pouvoir nous amener ça, c'est que
Si moi, je suis garant d'être tranquille, de me mener en sécurité, je suis capable de pouvoir affronter et traverser tout ce qui m'est proposé. Et je ne sais pas ce que ça va faire. Aujourd'hui, les conditions permettraient de dire, tiens, si jamais je fais telle action, je peux aller vers tel résultat. Mais si les conditions changent, pour telle ou telle raison, ou que ça nécessite un petit peu de temps, ben, c'est comment je m'adapte. Et la vie, c'est ça. La vie est un perpétuel, c'est du mouvement, en fait, la vie. C'est juste, c'est comment je m'adapte, comment on parle beaucoup du flow, tu vois, c'est comment je reste dans le flow et tout en sachant que oui, j'ai une direction. Maintenant, ben, quand je suis dans le ruisseau, vaut mieux éviter de remonter le courant. Donc ça, c'est quand je veux absolument contrôler et absolument je suis attaché. C'est comment je descends avec le courant tout en sachant que le courant, ben, il va m'amener peut-être vers le bord de la rive et cette rive va me percuter un petit peu et va me ramener dans le sens du courant. Et est-ce que ça m'a fait mal? Non. Est-ce que je comprends pourquoi ça m'a? Ben oui, peut-être. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup l'image. On ne peut pas tout maîtriser et la vie, c'est de l'impermanence. Tout est impermanent. Donc tout est à remettre en question à chaque instant. Tout ce qui se présente à nous, il y a nécessité de s'adapter et que nous sommes responsables de notre sécurité intérieure et en fonction voilà, plus on est maître de notre sécurité intérieure, plus on a la capacité à créer notre vie et justement à s'adapter en fonction de ce qui va se présenter en nous et qu'il ne faut pas compter sur les autres, on ne peut pas tout contrôler, que c'est la vie qui est comme ça, même si on pense qu'aujourd'hui, ça serait bien de tout contrôler. Non, c'est ça qui nous coûte beaucoup d'énergie, qui nous rend rigides et qui nous empêche d'apprécier réellement à sa juste valeur à tout ce qu'on a à entreprendre. Donc voilà. Oui, et c'est là que l'équilibre se joue, c'est-à-dire j'agis en fait sur ce que je peux et je transforme ma perception en fait sur ce que je ne peux pas contrôler. Là, on a la main sur les perceptions, donc c'est ça aussi la bonne nouvelle. Ouais, Et voilà, donc oui. c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que je reviens, mais à un moment donné, on parlait de reprendre les clés de sa vie, en fait. C'est vrai que pour moi, je partage totalement, c'est à partir de la perception. Euh, parce que souvent, ces perceptions, suivant notre perception, on va prendre des décisions et ça va nous amener dans des actions. Et généralement, quand on accompagne ou dans ce que j'entends, on va essayer de modifier les actions. Parce qu'une action, si elle a beau être modifiée, va revenir sur les décisions ou les perceptions. Si on joue aussi sur la décision, qui est de dire, ben voilà, je vois, j'ai des entreprises ou une personne qui me dit, ben tiens, voilà, là, je voudrais changer, donc je voudrais être comme si. Est-ce que réellement c'est ce qui est bon pour toi? Non, c'est quelle est la perception qui a fait que tu peux prendre cette décision. Si je constate que ben, ça ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre, à tes valeurs profondes, mais que tu es juste en train encore de répondre à un schéma extérieur pour répondre et causer une case parce que ça serait bien que tu sois comme ça, je pense que c'est juste, et en tout cas, moi je sais que je n'accompagne pas parce que c'est juste faire perdre du temps. Alors oui, ça va peut-être avec le mental et la force, on va peut-être arriver à l'objectif, mais ça va pas durer, ça va pas durer, ça va être éphémère. Donc c'est vrai que cette notion de perception, d'identifier notamment, ben, c'est quoi les perceptions qui font que je suis pas bien, de revenir à ces valeurs ensuite, qui est, voilà, ça ce qui m'anime, ces intelligences, ces natures, valeurs, intelligence, nature, c'est les valeurs, c'est après mes intelligences, comment je les nourris, comment je mets la forme, et après aller vers justement ce qui est de l'ordre de l'action pour pouvoir engager, tout en sachant que ben, ça se fait par étapes, hein, il faut du temps aussi. Hein, voilà, souvent on veut, comme tu mentionnais, la pilule rouge et la pilule bleue de Matrix, on voudrait le résultat, on voudrait être magicien. Non, il faut accepter aussi l'idée que ça nécessite du temps. On a des schémas intérieurs qui sont qu'on arrive à tenir d'une certaine façon. Vouloir changer, ça nécessite aussi d'accepter de se mettre un peu en insécurité, mais c'est surtout comment je reviens vite en sécurité et d'apprendre ça pour pouvoir aller ben, éventuellement dans un autre couloir de nage. Si on parle, on fait avec la référence avec la natation, où au début on est en bord avec la perche, après on enlève la perche et après aussi on va aller un peu plus au milieu du bassin, ben, ça nécessite là encore ben, de se remettre en sécurité, d'accepter de se faire confiance sur le fait que là on peut avoir un mouvement qui nous permet de nager voilà, sans aucun risque et d'y aller progressivement, mais on n'y va pas d'un seul coup. Voilà, c'était juste le petit point que je voulais rajouter par rapport à tout ce que tu mentionnais.
Eh ben, très bien. Et est-ce que tu avais envie de compléter par un mot de la fin, éventuellement rajouter quelque chose de façon libre que tu n'aurais pas dit? Je n'aurais pas dit. Je pense, oui, que. Enfin, je vais revenir peut-être sur la dernière idée, c'est que une transformation, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Voilà. Euh, c'est quelque chose qu'on va. Alors, j'aime pas le terme travailler, mais c'est une œuvre en fait. C'est comme une œuvre, c'est-à-dire qu'on va venir la façonner d'une certaine façon. Alors peut-être que la forme dans un premier temps n'est pas la meilleure, donc on va peut-être revoir la forme. Après derrière, on va on va l'adapter en fonction de. Et c'est ça. Et en fait, on est en perpétuel mouvement parce que je parlais d'impermanence tout à l'heure. Donc on façonne, c'est impermanent. Il y a nécessité de s'adapter. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il n'y a pas juste que du bien. Il y a aussi le moins bien, et le moins bien, il a aussi sa, sa valeur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce à ce moins bien, à ces moments de doute, des moments où peut-être on est confronté à des limites qui nous appartiennent, qu'on peut s'apercevoir qu'on a aussi des ressources insoupçonnées, et que ces ressources insoupçonnées, quand on se les révèle, ben, on prend encore un peu plus de confiance, on a aussi une certaine estime, et qu'on construit de plus en plus, qu'on peut être aussi un guide pour peut-être des enfants, voilà, en étayant par l'exemple et non pas en donnant sous la dimension de l'emprise, tiens, c'est fait comme ci, fait comme ça, mais voilà, et accepter de ne pas être parfait parce que cette perfection n'existe pas. En tout cas, celle qu'on nous a vendue, en tout cas, moi personnellement, j'ai aspiré à l'être, je n'y suis jamais arrivé, ça m'a coûté beaucoup trop d'énergie et aujourd'hui, ben, c'est de reconnaître qu'à l'intérieur de nous, on est multifacette, on a plein de parts, que ces parts, elles ont de temps en temps, ben, des comportements qui sont tenus qu'on souhaiterait ne pas avoir et inversement certains qu'on voudrait valoriser et qu'en fait, ben, ils sont tous partie intégrante de qui on est et c'est comment justement cette grande famille à l'intérieur de nous qui est plutôt un champ de bataille à certains moments, c'est comment on en fait une famille, un orchestre avec quelque chose qui soit de l'ordre de l'harmonie et plus on a accepté toutes ces parts de soi, mieux on se sent en joie avec de l'énergie et on contribue à incarner quelque chose qui a vraiment de la valeur dans notre vie. Voilà peut-être le mot de la fin. Mais j'ai beaucoup hâte d'entendre le tien. Ben, je pense que ça va être la même intention, la même vibration. Mais pour moi, la question qu'on avait au début, en fait, peut-être comment ne plus souffrir au travail, comment supprimer toute difficulté, ce qu'on a peut-être essayé là de le faire tous les deux, c'est de la déplacer, c'est-à-dire qu'est-ce que je choisis d'en faire en conscience et depuis quel endroit en moi. Et peut-être pour un peu justement provoquer une sorte de réaction aussi, quelle forme de difficulté est cohérente avec qui je suis. C'est peut-être ça, en fait, plutôt les questions. Voilà, que j'aurais. Moi, j'ai pas forcément plus que ça à dire. Je pense qu'on a développé pas mal de choses et tout ce que j'aurais à dire, bah, c'est te remercier pour ton partage Merci. sur le vécu, sur voilà ce que tu as pu nous donner comme information aussi dans ta vision et ta représentation sur ce sujet. Et pour celles et ceux qui aimeraient aller plus loin, qui auraient envie de se mettre en chemin, comme effectivement tu disais, la transition, bah, c'est pas quelque chose de linéaire, effectivement, ça met du temps, qui auraient envie de continuer de réfléchir ou simplement de suivre nos travaux, eh bien, on vous mettra aussi nos liens en description autour de la vidéo. Donc, merci beaucoup à toi et à bientôt. Merci infiniment pour ce partage, c'était vraiment super. Merci beaucoup.